Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bien, je crois qu'on peut commencer. Alors, je crois qu'effectivement, le débat est passionnant et ce qui nous attend est passionnant. Moi, je suis Louis Baudin. Vous me connaissez peut-être parce que je présente la météo sur deux médias qui sont RTL et TF1, mais je suis surtout un scientifique, je suis surtout un passionné de ma planète. Et quand on m'a proposé d'animer ce débat sur l'économie circulaire, puisque ça va être un peu le thème de cette heure ensemble, évidemment, ça m'a intéressé, même si ce n'est pas a priori mon domaine, mais très vite, on s'aperçoit qu'il y a des interactions très fortes entre tous les domaines. Et évidemment, la météorologie nous amène au réchauffement climatique, nous amène aux conséquences, nous amène donc aux solutions. Et évidemment, l'économie circulaire en fait partie. En tout cas, c'est un sujet très, très important. Donc, je crois que c'est important d'en débattre. Je pense que comme dans beaucoup de domaines scientifiques, en tout cas dans ceux que je connais aujourd'hui encore, certes on progresse dans beaucoup de domaines, certes on avance, certes la connaissance progresse, c'est vrai dans le domaine de la météorologie, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines techniques, mais on s'aperçoit qu'on ne sait pas encore tout, que donc les systèmes sont souvent ouverts encore. Et moi je m'attacherai en tout cas dans mon rôle à montrer que peut-être que les solutions ne sont pas définitives, que les solutions sont encore ouvertes. Et dans l'économie circulaire, vous allez voir qu'effectivement, quand on commence à aborder un point, ça a aussitôt beaucoup d'interactions sur d'autres.
et que donc d'avoir la solution absolue ou définitive, c'est compliqué. Évidemment, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais du coup, c'est en ça que je trouve que le débat est intéressant et que d'avoir plusieurs sonorités, ou en tout cas plusieurs avis, ça l'est. Alors pour en débattre, il y a à côté de moi Marine de Basler, qui est directrice du développement durable et déléguée générale de la fondation HSBC pour l'éducation. Donc évidemment, on est au cœur du problème. Il y a Tim Brooks, qui est vice-président du groupe Lego, qui est installé, je crois, du côté de la Hollande. Il y a Carlo Petrini, qui est le fondateur du mouvement Slow Food. Et évidemment, tout le rapport à la nourriture, à la façon aujourd'hui à la fois de la produire, de la consommer, de la partager. C'est au centre, évidemment, de l'économie circulaire. Et puis Géraldine Poivert, qui est directrice générale adjointe du Citeo, qui s'occupe de reconsidérer, nous le dira peut-être plus précisément, tous les emballages, comment est-ce qu'on les retraite, comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on les optimise, comment est-ce qu'on les limite. Donc bon, voilà, c'est que les questions sont multiples. Alors pour présenter un peu cette économie circulaire, peut-être que ma voisine, Marine de Basler, peut commencer à prendre la parole, peut-être nous dire un peu comment est-ce que vous voyez ça, vous, à la fois pour présenter un peu les choses et en même temps dans les applications, notamment à travers votre métier, vous et la banque. Un micro. Voilà. Merci beaucoup. Je vais quand même être courte pour qu'on puisse faire un jeu de ping-pong entre les uns et les autres. Et je commencerai juste par une petite information. Le 6 novembre dernier, le groupe HSBC a annoncé qu'il allait dédier au minimum 100 milliards de dollars à l'économie durable, donc économie verte, économie durable qui inclut évidemment l'économie circulaire, entre maintenant et 2025. Alors, COP21, COP22, COP23, les interdictions récentes de vente de véhicules thermiques en France, en Angleterre, en Chine, en Inde, à des horizons plus ou moins proches, le smog en Inde ou persistant en Chine, ne sont évidemment pas étrangers à cette annonce. On étudie cette nécessaire transformation au sein de notre direction de la recherche, et on évalue le potentiel de marché à 1 000 milliards de dollars dans les 15 prochaines années. Ça veut dire qu'évidemment, si on parle d'un marché comme ça, c'est un marché qui est beaucoup plus important que la précédente révolution industrielle, et ça va intéresser tous les financiers. Alors, petit retour en arrière, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Sans refaire l'histoire du changement climatique, c'est quand même pour reposer effectivement rapidement les choses. La population mondiale est multipliée par 3 en un siècle. La pauvreté recule partout, ce qui est formidable, même si sa persistance continue d'être une injustice forte. La classe moyenne mondiale continue d'augmenter, ce qui est absolument formidable d'un point de vue socio-économique et politique. C'est un gage de paix si elle se passe bien. Si elle se passe bien, ça veut dire qu'elle ne peut plus reposer sur le même type d'économie qui consistait à prendre, transformer, utiliser et jeter. Parce qu'on voit bien tout l'emballement environnemental, social que ça crée. Donc on voit émerger plein de nouveaux business models, et tout le monde va en parler là autour de la table, que ce soit effectivement le recyclage, la réduction et évidemment la réutilisation. Et ça, on le voit au sein des grands groupes, dans évidemment les start-up, mais aussi au sein de nos équipes. On voit bien que cet enthousiasme à créer un nouveau modèle est également partagé dans la banque. Il n'y a plus de dichotomie entre l'intérêt général, l'intérêt économique. Tout le monde est finalement dans la même dynamique. Alors ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il y a adhésion aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément avant de tous les acteurs, y compris soit des employés, soit des acteurs dans la décision. Donc je crois que c'est un point important. Alors si M. Brooks veut bien rebondir sur le côté justement industriel, comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'à cette économie circulaire qu'on essaie d'optimiser, si je puis dire, comment est-ce que ça se passe au sein d'un groupe industriel comme le vôtre? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça demande encore beaucoup de recherche? Est-ce qu'il y a de l'inertie? Ou est-ce que finalement la réactivité est très rapide? Est-ce que vous adaptez là j'allais dire, de semestre en semestre?
Thank you very much. And my apologies that I need to use an interpreter. I've spent the last 5 years learning Danish, which is not very useful, and forgetting French, which would have been useful. But to your question, it is a difficult concept in any commercial company to understand the circular economy at many levels, because we are based in general on a take, make and dispose system. Therefore, within LEGO, we are trying to understand ourselves about circular economy. And the easiest way is to tell the story with our bricks, that you can build a rocket and then you can take it to pieces into its component parts, and then you can build a ship, and then you can build a forest, and then you can build a car. And that is the way that we tell the story internally, that if you think of our bricks as circular, then you can also, in the way you play, you can also think of circularity in a process. Est-ce que ça veut dire que vous avez aujourd'hui encore les moyens techniques de répondre à cette demande? Ça veut dire qu'après, bon, il y a évidemment un temps d'adaptation, il y a une vérité économique, il y a une vérité, vous, de transformer les produits petit à petit, mais est-ce qu'il n'y a pas de décalage entre les solutions techniques et ce que l'on vous demande à la fin? There's a huge gap between the technical solution and what we're being asked to do. I'll give you an example that is not Lego, but as consumers, we are asking for ever more innovative and exciting products. Take your mobile phone. It is thin, it is light, it is a huge amount of power stored in it and a lot of processing power. To enable it to be thin and light requires a lot of non-circular thinking. Things are stuck together with glue. Screws are eliminated. The process is designed in a way to give you what you want, but not to make it circular. Because making something circular makes it thicker, a slot to take the battery out or what have you. So we're a long way from some of the technical solutions. In Lego, we are looking at both the materials, the design of the product, and also the end of the life. And I can give you some examples of that. Bon, donc il y a quand même un relatif optimisme sur la suite, sur l'adaptation et en tout cas sur la transformation que vous allez pouvoir faire, même si évidemment ça ne se fait pas forcément à la vitesse que l'on souhaiterait tous ou aussi rapidement. Mais je vais continuer avec Monsieur Carlo Petrini parce qu'on arrive là aussi à aux mêmes questions au préalable, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à mettre en exergue à la fois une population qui augmente, cette exigence aujourd'hui de manger mieux, de fournir une nourriture à tout le monde et avec, si possible, le moins d'inégalités possible. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se partage, comment est-ce que... Alors, évidemment, en théorie, on est tous d'accord, mais concrètement, par où on commence? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors, évidemment, la question est vaste, mais si on veut être pragmatique, par où on commence? Comment est-ce que vous faites, vous? Alors, je m'excuse, je ne parle pas bien le français. Et dans le même temps, je ne connais pas l'anglais, et alors je suis un peu... Mais la question que vous m'avez posée, on doit avoir une petite introduction sur la question alimentaire et sur la question de l'agriculture. Alors, parce qu'à sa table, je suis l'unique qui parle de ça, et alors il a besoin d'une spécification. Nous vivons un paradoxe dans tout le monde, Le paradoxe, il est ça. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il se parle aussi d'une manière invasive des alimentation, de gastronomie, et la situation au niveau agricole et au niveau de la famine est un désastre. Si vous allumez la télévision, quelle télévision du monde, aussi à minuit, à 2 heures du matin, vous allumez, il y a quelqu'un avec une casserole qui parle.
C'est ça, c'est une chose qu'il n'a jamais vue, une chose comme ça. Dans le même temps, la situation des paysans dans le monde entier, c'est une situation dramatique, dramatique. En mon pays, en Italie, on paye le lait 30 centimes au litre. Le lait, 30 centimes au litre. C'est pas mieux en France. Hein. Non, j'ai parce que je suis hospitalier, on parle comme ça, mais je sais qu'il est comme ça. Justement, le carotte, 7 centesimi à l'euro. Incroyable. Et vous savez que nous payons dans le supermarché. C'est-à-dire qu'il a une situation moyenne des commerçants qui mangent la torte plus grande. Alors, c'est ça, c'est la situation. Deuxième chose qui mérite une introduction. Nous sommes dans une situation particulière. Jamais le pouvoir de l'alimentation, il est concentré un petit peu moins. Jamais. C'est-à-dire qu'il a des multinationales, qu'il a le brevet de la semille. Dans le même temps, il travaille sur la chimique pour le fertilisant. Et dans le même temps, il travaille pour le OGM et pour la santé. Vous savez les noms, non? Bayer, Monsanto. Jamais un pouvoir, il était concentré de cette manière. C'est ça, c'est la chose étonnante. Et deux choses à réfléchir. Dans le 2008, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les personnes qui habitent dans la campagne, ils sont devenus minoritaires parce que les personnes qui habitent dans la ville, ils sont majoritaires. À partir de 2008, cette tendance il est devenue incroyable. Et dans le monde entier, il y a des métropoles qui montent de 500 000 personnes par année. 500 000 personnes par année. Nous avons tenu le congrès mondial de Slow Food dans la ville de Chengdu, en Chine. La ville de Chengdu, il a 4 millions d'habitants. Maintenant, il en a 14. Et chaque année, 500 000 personnes en plus. C'est ça, c'est une chose. Et pourquoi? Pourquoi les jeunes ne veulent pas retourner à la terre? C'est sûr. Si tu payes 7 centimes les carottes et 30 centimes les litres, on ne peut pas retourner à la terre. Mais nous n'allons pas à manger l'Internet. Hein? Ah, vous pouvez régler l'économie circulaire, linéaire, comme vous voulez. Mais on mange les carottes, on mange les pommes de terre. Et qui fait ce travail? Et ce travail n'a pas la dignité, il est détruit. C'est ça, c'est la question. La dernière chose. On comprend bien, non? Ok. La dernière chose, c'est que nous avons besoin de réfléchir sur cette question parce qu'il est arrivé une chose que 30 ans avant, pas beaucoup de personnes ne parlaient de ça. Le changement du climat. Le changement du climat. C'est un désastre, non pas annoncé, un désastre maintenant. Et la politique, ils dorment. Chaque grade de température qu'il monte, la culture, il va être posté 150 km plus à nord et 200 mètres plus haut. C'est-à-dire que dans ce moment, nous avons une tiers région de l'Afrique qui sont désertifiées. La désertification de l'Afrique
le land grabbing qu'il va acheter la terre par des prix mauvais, avec la complicité des États canailles, gouvernements canailles, il arrive, tous les jeunes, il arrive en Europe. Alors, tout est connu. Nous ne pouvons pas réfléchir sur une chose et pas regarder que tous les connaissent. Alors, la situation alimentaire, c'est ça. C'est une situation désastreuse. Et il n'est pas l'économie circulaire. Oui, l'économie circulaire, c'est une bonne pratique. Au niveau de l'agriculture, nous avons à réfléchir sur l'agroécologie. Et l'agroécologie, il n'est pas une invention de l'université. Non, il y a beaucoup d'universités qui disent nous travaillons avec l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la science des paysans. Nous devons retrouver notre histoire au niveau des paysans qui font de bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques sont en harmonie avec la nature et avec les terrains. Alors, j'ai dit ça comme promesse parce que je pense qu'à l'intérieur de cette vision agroécologique, je parle pour mon repas, pour mon part, cette vision agroécologique, c'est avant l'économie circulaire. Parce que cette bonne pratique, il peut changer la vie des millions de personnes. Alors, cette économie, c'est une économie criminelle, qu'il est arrivé à la fin de son travail. On doit changer. Mais nous ne pouvons pas changer au niveau agricole et au niveau alimentaire si nous n'allons pas à réfléchir sur ces trois choses. La concentration du pouvoir, une urbanisation massive et troisième, c'est les choses que j'ai dit maintenant, le changement du climat. Et alors, une chose seulement, j'ai vu beaucoup d'universités à parler avec les étudiants. Alors, j'ai fait une demande à les étudiants. La dernière fois, je suis allé à l'université de Rome. 500 étudiants. Combien de vous voulez retourner? Vous avez un projet de vie pour retourner à travailler la terre? 500. Deux. Alors, viens ici, il dit, vous êtes mon héros, brave. Mais vous ne pouvez pas manger tous ensemble avec ces deux. Ce n'est pas possible. Dans le même temps, la chose intéressante, que j'ai fait des conférences à Harvard, Yale, Princeton, l'université plus riche d'Amérique. 500 personnes à Harvard, combien vous voulez faire? 50. Je suis très heureux parce que je pense que son papa et maman, il a payé beaucoup pour aller à Harvard. Il veut faire les paysans, c'est une chose fantastique. Mais alors la demande c'est ça. Sont stupides les élèves? Oh, la chose est une chose... Non. Parce qu'en Amérique, les choses il vont changer avec les farmer market, les marchés paysans, avec les community supporters qui donnent une aide qu'ils payaient avant. C'est ça, c'est l'économie que nous avons besoin. Une économie solidaire, qui travaille, qui va changer le prix de manger avec les valeurs. Nous avons besoin de reconstruire valeurs. C'est ça, c'est la chose primaire. Et alors, mon cher ami européen, étudiant européen, c'est ça, c'est la bataille que vous avez devant. Faites cette bataille de manière circulaire, linéaire, pour altitude, comme vous voulez. Mais vous devez partir de ça. Que si nous n'allons pas à changer cette vergogne, je ne sais pas comment ça dit, la honte de payer une manière, si les paysans, nous n'avons pas de futur. Bon.
Très bien. Je crois que c'est assez clair. Moi, je voudrais juste ajouter un nombre, en fait, un nombre important. Vous savez qu'on est 200 000 de plus par jour sur la planète, 200 000 de plus par jour. Hein. Donc ça rejoint l'urbanisation, ça rejoint cette population qui se concentre en ville. On est 90 millions arrivés tous les ans. Hein. C'est la population allemande qui arrive sur Terre. Donc vous voyez que les problématiques sont devant nous. Alors même si je pense qu'on a encore des solutions, on voit qu'en matière de nourriture, le débat est lancé et les choses sont clairement posées. Alors on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus. J'ai envie de me tourner. Ah bah oui, forcément, on est au bout. On parle évidemment de ces déchets, on parle de ce que l'on en fait. Alors là, on est au cœur de l'économie circulaire, puisqu'évidemment ces déchets, avant que l'on jetait un peu n'importe comment, ou en tout cas un peu partout, on continue à le faire dans certaines parties du monde parce que ce n'est pas la priorité, ça peut se comprendre. Nous, on l'a fait il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, il est clair que là aussi, il faut qu'on prenne un virage. Et là, pour le coup, il peut être circulaire parce que, évidemment, l'évolution des techniques, l'évolution de nos mentalités, l'évolution de nos volontés, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui, on a envie de faire attention à notre planète. Donc forcément, là, il y a aussi un défi extraordinaire de voir ce que l'on fait de ces emballages, de ce qu'on fait de ce que l'on a fait après consommation. Oui, alors si je partage le cri d'alarme du bout de la table, je ne dis pas que je vais apporter des réponses ni des solutions, mais probablement de l'espérance, parce que l'humanité, c'est l'espérance. Alors, dans la salle, qui trie ses papiers et ses emballages tous les jours? Moi. Voilà, merci. Ça progresse quand même, hein, ça progresse, parce qu'on avait fait le même sondage il y a 10 ans. Peut-être un petit mot, parce que économie circulaire, on est rentré dedans et peut-être lui redonner un petit contenu. L'économie circulaire, c'est une économie régénérative. C'est une économie qui prélève mais redonne et qui fonctionne sur le modèle des écosystèmes. Alors finalement, je dirais, est-ce que c'est une révolution du modèle économique? Je ne crois pas, parce que l'économie, ça a été théorisé, inventé par les physiocrates, et c'est la gestion de la ressource rare. C'est-à-dire que je crois qu'on s'est un peu trompé pendant les 30 Glorieuses en pensant que les biens gratuits, les biens communs n'avaient pas de valeur, qu'on pouvait prélever, etc. Et tout oublier. Je pense que c'était une toute petite aspérité dans l'histoire de l'humanité et qu'aujourd'hui, la croissance démographique, finalement, l'innovation à toute vitesse qui fait qu'on met de plus en plus sur le marché des produits qu'on ne sait plus désassembler, nous rappelle qu'économie et écologie, c'est la même racine, c'est la même conjugaison, et que l'humanité se doit de transmettre des ressources, des biocapacités, et puis surtout un environnement au sens écologique, mais aussi au sens sanitaire, qui respecte les générations futures. Moi, je suis très sensible au thème de cette cité de la réussite qui est celui de la transmission. Je crois qu'il englobe toutes les valeurs de l'humanité. Et je pense que l'économie circulaire, c'est une économie qui tente de transmettre un héritage avec un testament. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à agir en fait sans responsabilité. Alors ça ne veut pas dire, et après je vous parle un petit peu de déchets, ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus croire au progrès, qu'il faudrait être comme le Club de Rome, vouloir revenir à un état de nature. Moi, l'état de nature me fait toujours un peu flipper, parce que l'état de nature, c'était les femmes qui mouraient en couche, c'était les enfants qui mouraient en bas âge. Donc je pense que le propre de l'humanité, c'est plutôt de toujours progresser. Est-ce que l'innovation nous sauvera de tout? Je ne sais pas, mais je crois que l'éducation, l'innovation et l'action collective pourra nous sauver de beaucoup de choses et probablement de nous-mêmes. Je vous dis un tout petit mot de Citeo pour illustrer ce que c'est que l'économie circulaire, puisque vous nous faites tous l'amitié de trier vos papiers et vos emballages. Citeo, c'est le nouveau nom d'Ecofolio et d'Eco-emballage. C'est 25 ans d'histoire de tri, de recyclage des déchets, d'emballage et de papier. C'est surtout un très joli modèle dans lequel je crois profondément, et je ne suis pas la seule, puisqu'aujourd'hui, c'est le premier geste citoyen, celui du tri des emballages. C'est quoi? Il y a 25 ans, en fait, à l'heure où depuis 75 et la loi sur les déchets, finalement, les déchets, c'était un enjeu de salubrité publique. Alors bon, il fallait les enlever pour pas qu'il y ait des rats dans les rues, puis on faisait un trou dans le jardin, on essayait de les oublier. Aujourd'hui, le recyclage, c'est qu'il y a de l'or dans nos poubelles, et en fait, ce sont nos ressources pour demain. Parce qu'on peut recycler le verre et l'aluminium à foison, le papier 5 ou 6 fois, et puis demain, je l'espère, parce que c'est notre sujet du moment, on essaiera de recycler les plastiques, ce qui est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, c'est une belle aspiration. Donc il y a 25 ans, la majorité, enfin en tout cas le monde des entreprises de la grande consommation, Danone, L'Oréal, Carrefour et plein d'autres, les gens du papier, se sont dit, voilà, on relevait un défi, c'était le rapport Ribot, on relevait le défi de faire autre chose qu'une taxe, et finalement,
de prélever des financements pour accompagner l'ensemble des acteurs territoriaux pour installer des dispositifs de collecte sélective et de recyclage. C'était totalement innovant, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, Citeo, c'est entre 700 et 800 millions d'euros qui sont redistribués chaque année, qui donc sont acquittés par l'ensemble des entreprises qui opèrent en France et qui sont redistribués pour donner une nouvelle vie aux emballages et au papier. C'est un beau modèle parce que c'est autre chose qu'une fiscalité punitive, c'est un engagement à gérer la fin de vie du produit, à lui donner une nouvelle vie, puis c'est un engagement à éco-concevoir. Parce qu'en fait, un produit qui se recycle, c'est un produit pour lequel on a conçu ses potentialités de recyclage au moment de sa mise sur le marché. Sinon, en fait, ça ne marche pas, parce que le recyclage, ce n'est pas incantatoire. C'est des techniques, c'est des process, c'est de l'innovation et de la R&D. Donc, continuez à trier vos déchets. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'économie circulaire, c'est autre chose qu'une économie de la simple... Souvent, quand on pense déchets, ça manque de sexitude. Alors nous, on a l'ambition chez Citeo de rendre le déchet sexy, parce qu'en fait, c'est une économie 2.0, c'est une économie de l'innovation, c'est une économie de brevets. On a en France des champions du recyclage, certains sont dans la salle, le groupe Veolia et plein d'autres. On a des champions de la grande consommation. Beaucoup des grandes marques sont nées en France. Et l'univers qu'on veut écrire, c'est un univers de la recyclabilité. Ça veut dire une économie prospère, et prospero, ça veut dire avoir un futur. Et je pense que le futur, il est entre nos mains. Il est une économie responsable. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, c'est la fin de la division capital-travail et que tout est résolu. Mais en tout cas, je crois que l'économie circulaire nous réinterroge sur les modes de gouvernance, et on voit bien que les entreprises aujourd'hui sont aujourd'hui convaincues, et je crois que Tim est là pour l'expliquer, qu'il faut qu'elles conçoivent différemment, qu'elles invitent le consommateur. Le consommateur est prêt à le faire. Il nous reste aujourd'hui à trouver un modèle économique, à trouver un modèle scientifique. Mais là où je suis très rassurée, c'est que vous avez combien de milliards vous allez injecter ? Alors, 100 milliards, moi je suis ravie parce que j'ai besoin d'argent pour réformer les centres de tri, pour équiper de nouveaux bacs de collecte, surtout pour faire de la R&D, parce que recycler le papier et le verre, c'est facile en fait. Le recyclage de ces deux matériaux était consubstantiel à la création de l'invention du papier et du verre. Recycler les plastiques, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des polymères, c'est extrêmement innovant, ça a apporté... Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le plastique s'est développé ? Parce que c'était les 30 glorieuses, les femmes sont allées travailler, on pouvait conserver les produits, on avait des réfrigérateurs, c'était la consommation nomade. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué à recycler. Nous, chez Citeo, on investit en R&D pour essayer de trouver une nouvelle vie à ces résines, et on a besoin de ce financement de l'économie circulaire qui va nous permettre enfin d'inscrire dans un développement durable les activités des entreprises. Bon, alors Marine, vous allez répondre, mais je crois que... Mais je crois que la réponse va aussi correspondre à des questions des étudiants là, qui sont devant moi. Donc, je ne sais pas lequel veut poser la première question, mais je crois que pour avoir vu certaines, ça correspond exactement au débat que vous avez lancé. Qu'est-ce qui veut commencer la première question ? Allez-y. On commence par une... Allez. Bonjour, moi c'est Gilles Nalmoutou en Master 1 de Sciences Politiques à Paris 1. Donc, de façon, plus particulièrement la question à Géraldine Poivert, peut-être. Qu'attendez-vous du nouveau gouvernement, en fait, quant à la législation encadrant l'économie circulaire, du point de vue des normes ou bien de la fiscalité appliquée aux entreprises ? Alors, merci de cette question tout à fait passionnante. Tout ce que je pourrais dire sera dit à titre individuel. Je ne sais pas si... qu'est-ce qu'on attend ? Je crois que de la passion, de l'ambition et probablement un juste partage des tâches. Aujourd'hui, on voit bien, moi je le sens, il y a 10 ans, parler de développement durable, c'était quelque chose d'assez accessoire et de cosmétique. Je le dis sans aucune provocation, mais les directions développement durable, elles étaient assez loin. Il y avait un côté greenwashing. Aujourd'hui, je ne connais pas une seule entreprise dont le sujet de la ressource, de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone n'est pas un sujet stratégique majeur. C'est-à-dire que c'est schumpeterien. On voit bien qu'aujourd'hui, les activités économiques sont transformées et doivent se poser la question de leur durabilité. Qu'est-ce qu'on attend de la feuille de route ? Je crois qu'aujourd'hui, l'État doit être stratège. Le marché peut faire beaucoup de choses lorsqu'il est régulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que les bons comportements soient guidés par une gouvernance mondiale. Donc, ce qui est important, c'est qu'en France, en Europe et au sein de la COP23, on se fixe des objectifs qui soient poursuivis par tous,
parce que sinon ça crée des distorsions de concurrence qui sont terribles. Et pour les grands groupes, en fait, ça les met dans des situations où les marchés sont mondiaux aujourd'hui. Donc c'est d'avoir une big picture qui soit au maximum applicable partout. Donc l'État doit être stratège et poser un cadre et inventer des outils économiques qui permettent de faire advenir. Moi, je crois profondément dans les marchés carbone. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Quand vous recyclez des vieux plastiques, souvent c'est un peu plus cher que les cours du pétrole qui sont désespérément bas. Donc aujourd'hui, si vous voulez que les entreprises utilisent des vieux plastiques pour refaire des bouteilles de shampoing ou des barquettes de jambon, le mieux c'est qu'il y ait un outil économique qui redonne de la compétitivité à ces matières premières secondaires, en donnant une fiscalité spécifique ou en leur donnant un permis carbone qui permette de le rendre compétitif. Donc je crois que ce qu'on attend de ce moment, c'est que l'État soit stratège, invite les entreprises à se mobiliser, parce que moi je suis convaincue que quand l'État est stratège et que les entreprises se lancent, l'entreprise a une capacité à faire et à polliniser qui est absolument considérable, parce qu'elle parle aux consommateurs, elle parle à ses salariés, elle a la capacité elle-même de se régénérer. Donc ce qu'on attend, c'est que soit inscrit dans l'ADN une nouvelle croissance, d'assumer que c'est une croissance, que ce n'est pas une déconsommation soutenable, parce que moi je ne crois pas que l'humanité pourra survivre à une déconsommation soutenable, mais voilà, qu'il y ait un juste partage des rôles, que l'État soit stratège et que les entreprises se mobilisent et soient responsables, et on a besoin de ces financements. Moi je suis très 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 heureuse parce que pour fréquenter beaucoup l'univers des financiers du private equity, et je vous invite à venir à 19h à la remise des prix du Circular Challenge de Citeo, c'est qu'aujourd'hui les financiers vous parlent d'impact investment, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de capitalisme, de juste faire fructifier, on parle d'impact investment. Donc je pense qu'il y a besoin que tous les acteurs aujourd'hui se mettent à jouer une partition pour une nouvelle économie. Alors je crois que c'est Kerian, je pense que je le dis bien, qui a une question à poser justement sur les financements de cette économie circulaire. Donc Marine Bazin va peut-être pouvoir répondre. Moi, je me demandais, en fait, par rapport au financement de l'énergie circulaire, je pensais à un certain nombre d'acteurs, par exemple Nouvelle Donne, qui sont en train de préparer un projet dans le cadre duquel ils vont justement demander à la Banque Centrale Européenne de réallouer une partie de l'argent qui aujourd'hui est dédiée aux banques privées vers justement l'économie circulaire et le développement durable. Et dans ce cadre-là, je me demandais dans quelle mesure on pourrait, entre guillemets, peut-être contraindre certaines banques et certains grands acteurs financiers, justement, à développer une assez grande partie de leurs ressources dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, merci pour cette question. La contrainte sur le secteur bancaire, c'est quelque chose qui a le vent en poupe depuis un certain nombre d'années, presque 10 ans. Donc ça contraint. Je vais vous montrer les choses d'une manière un tout petit peu différente. Le financement marche quand le modèle économique est rentable. Et le modèle économique de l'économie circulaire, il est en train de devenir rentable. Je veux dire, si on parle de la partie recyclage, l'économie du recyclage, c'est 60% des métaux. Les 5-6 dernières années, le cours des matières premières était assez bas. Il y avait une surcapacité sur certaines matières premières. Réglementation environnementale et sociale aidant, développement de l'économie et demande d'un certain nombre d'industriels fait que non seulement les matières premières augmentent, mais donc ça rentabilise les matières premières recyclées. Et là, cette année, en 2017, la croissance du secteur du recyclage en France, c'est 10 milliards, c'est une augmentation par 2 chiffres, et on anticipe une croissance qui sera de l'ordre de 4% jusqu'à à peu près 2020. Ça veut dire que c'est un secteur qui est vraiment en train de se développer. Vous pouvez contraindre les banques, mais de toute façon, on va le faire. C'est une économie qui est en train de se développer. Sur la partie réduction, alors c'est toujours compliqué dans les banques, il y a notamment beaucoup, on a entendu parler, les émissions obligataires vertes. C'est aussi quelque chose qui se développe énormément, qui s'est multiplié par 2, 3, qui continue de le faire. Ça reste quand même aujourd'hui 0,3% des émissions obligataires globales, celles qui sont spécifiquement vertes. Déjà,
Donc c'est beaucoup plus si on dit climate, où elles ne sont pas spécifiquement vertes. On va financer des émissions obligataires pour du transport ferroviaire, par exemple, et on ne va pas dire qu'il est vert alors qu'en fait il est à peu près vert. Si on parle d'agriculture, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a des éléments comme ça dans l'économie où on sait qu'ils sont vraiment verts. La permaculture, on en est sûr. C'est-à-dire, on est vraiment sur quelque chose où là, on est en train de régénérer complètement l'économie, les terres et donc les hommes. L'efficacité énergétique, c'est vraiment quelque chose qui est complètement vert. Et c'est quelque chose de complètement diffus, donc c'est financer finalement l'économie de manière générale sur la base de ça. L'efficacité énergétique, c'est la réduction du prélèvement d'un certain nombre de ressources. Et la réduction du prélèvement d'un certain nombre de ressources, ce n'est pas que l'efficacité énergétique. Là, par exemple, Renault, PSA, travaillent d'arrache-pied, c'est leur modèle économique, pour réduire la quantité de matière par véhicule. Ils ne le font pas parce que c'est chouette, parce qu'on se dit tous que l'économie circulaire, c'est quelque chose de vachement bien. C'est que 15 à 20% du prix de revient d'une voiture, c'est la matière. Donc il en faut moins. Il faut trouver le moyen d'en utiliser moins pour que le modèle économique soit plus rentable. L'Oréal s'est engagé à réduire de 60% ses emballages et ses matières premières entre 2005 et 2020. Pareil, c'est parce que c'est rentable. On peut contraindre les financiers. Ce que je peux vous dire, c'est que les financiers sont enthousiastes parce que cette économie se développe. Tellement enthousiaste qu'en fait, on a des spécialistes dans la banque qui sont progressivement formés à ces enjeux-là, et plus ils le sont, plus ils veulent l'avoir. D'ailleurs, ici dans la salle, il doit y avoir Stéphanie Bonneau, qui est notre spécialiste de l'économie circulaire chez HSBC France. On viendra vous voir pour les 100 milliards. Bon, alors on va continuer avec les questions. Je crois que Gilles a une question à poser à Tim Brooks justement sur le rapport entre le consommateur, l'ego, comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment tout ça peut s'articuler autour de cette économie circulaire. Yes, how does the fact that Lego is embracing an environmentally responsible approach benefits its consumers? Vous voulez que je traduise en français ou non, ça ira? So, do you guys get this translated, or shall I just talk in English? How does it work? English is fine? Okay, I'll just start then, and you tell me when to stop. The circular economy, we've heard a lot about the end of life of the material. I think what is also very important to remember is the design of the product in the first place. And it is the design that can enable the end of life that Geraldine was talking about. And I want to give you an example of how it benefits us as a company and our consumers. We have a product here. It is Duplo, so it is for young children. This is a wheelbase, it's a car, and it's made of plastic. Before, the axles, the rods between the wheels, had metal in them. And we score all of the elements we produce in 3 colors, red, yellow, and green. Green is 1 material, yellow is 2 materials or more, and red is many, many materials. So electronics, we would score red. We were able to move this from a classified, a yellow classification with metal and plastic, so not recyclable in just the plastic waste stream. And we changed it, so we took the metal out and replaced it with plastic plugs. So now this whole thing, when it has been finished playing with in maybe 40 years or more, we've never really seen Lego not be played with. But in, let's say, 40 years, you finish playing with it, it can all go in the single plastic recycling stream. And what that has meant is that it's faster to make because the wheels are plugged on much faster, which reduces our cost. So we make this 20% cheaper. It's safer, so the consumers get a benefit from safety. The wheels can't come off. It's very safe for young children. And it's 30% better for the environment because it can be recycled. On va laisser la traductrice retransmettre ça en français.
Alors effectivement, en termes d'économie circulaire, ce qui est important, c'est de penser dès la conception du produit à son usage et penser notamment à toute la vie du produit, la longueur de sa vie. Je vais vous donner un exemple spécifique à notre entreprise et qui est lié notamment à nos clients, nos consommateurs. Alors là, je vous montre un petit Duplo, un jeu qui est pour les jeunes enfants. Et au départ, l'axe du Duplo était fait en métal. On avait 3 types de matériaux, des rouges, des jaunes, des verts. Et le vert était très peu recyclable, le rouge légèrement et le jaune beaucoup plus. Et petit à petit, on est passé à un matériau entièrement jaune. De cette manière, le jouet est beaucoup plus facilement recyclable. En fait, on a un seul type de matériau qui est utilisé, donc ça permet de le recycler de façon beaucoup plus simple. Alors ça a réduit tout ça, déjà nos coûts à nous de 20%, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait cela. D'autre part, ça rend le jouet beaucoup plus sûr, parce que maintenant, avec la nouvelle fabrication, les roues ne peuvent pas s'enlever. Et d'autre part, cela a également un bénéfice environnemental que l'on a évalué à environ 30%, donc le produit est 30% meilleur pour l'environnement. But I think it's important to remember that the circular economy is not at what you do at the end of the product. It is really more important what you do at the beginning of the product. And we have announced the investment of 135 million euros on a sustainable material center, where we want to look at bio-based materials and recycled materials in our products. But in order to do that, in order to achieve success, we need to understand or get better harmonization of legislation on the quality of recycled materials globally, so we all have a standard to stick to. But we also need to raise the understanding of consumers to value materials as something important. So plastic has a bad reputation, but it is a fantastic material that has enabled advances in medicine, in communications, in electrical supply, many, many things, and yet we eat our frites, we eat our burger out of something plastic and we throw it away. It's an insane use of such a great material, and so we need, when we have done some consumer studies and say we were looking for analysis of consumers' understanding of bioplastic, so plastic made from plants, and we said, what do you know of bioplastic? They said nothing. What do you think Lego is made out of? Lego. Okay. What do you think plastic is made out of? Gooey stuff? I'm not sure. A very low level understanding of materials, their value, where they come from, how they are recycled. And we are working a lot with children on our sustainable materials journey. So by 2030, we want to have 100% sustainable materials in all of our products. And we need to start with children, because children are the adults and the consumers of the next generation. And really try and raise the awareness of materials and the value of materials with them. Place à la traduction. Il a eu le temps de suivre. Oui, effectivement, c'est important de se souvenir que l'économie circulaire, ce n'est pas forcément ce qu'on fait avec un produit, mais la façon dont il est conçu dès le départ. Et nous, on a notamment investi 135 millions d'euros dans un centre pour travailler sur des matériaux durables. Donc, on travaille notamment des bioplastiques et des matériaux qui sont beaucoup plus durables, qu'on utilise maintenant dans nos produits. Et pour tout ça, on a besoin qu'il y ait des réglementations et des normes au niveau international. On a également besoin que nos consommateurs comprennent mieux la valeur des matériaux. On a fait une enquête auprès de nos consommateurs, auprès du public. On leur a demandé ce qu'ils savaient du plastique. Ils n'en savaient pas grand-chose. Et pourtant, le plastique, c'est un matériau qui est extraordinaire. Ça a permis des avancées en médecine, en matière de communication, de transmission électrique. Et pourtant, on en fait une utilisation qui est tout à fait insensée, puisqu'on le jette alors qu'on pourrait le recycler. Alors, lors de notre étude, on s'est rendu compte que nos consommateurs ne savaient pas du tout ce que c'était que le bioplastique. On leur a demandé en quoi étaient faits les Legos. Ils nous ont dit en Lego. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que ce sont les matériaux qu'on utilise. Donc, on a besoin qu'il y ait une meilleure compréhension de ce matériau, de sa valeur, de la façon dont il se recycle. Et c'est pour ça notamment qu'on travaille beaucoup avec les enfants. D'ici à 2030, on voudrait utiliser 100% de matériaux recyclables. Et on travaille beaucoup avec les enfants parce que pour nous, ce sont les adultes de demain et c'est avec eux qu'il faut travailler.
Voilà. Moi, j'ajoute que c'est qu'on a trouvé un premier petit verre, en tout cas, qui est capable d'ingérer le plastique. Donc ça, c'est quand même une découverte extraordinaire à vérifier dans le temps. Mais manifestement, la nature serait capable d'ingérer le plastique, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas le cas. Hein. On sait que c'est un des fléaux mondiaux. Alors, on va enchaîner avec une question peut-être un petit peu provocatrice pour Carlo Petrini, parce que c'est Léo qui a une question à poser alors je crois que c'est ça, oui. Est-ce que le fast-food est compatible avec l'économie circulaire? Est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si Léo peut poser sa question de manière à la développer un petit peu, mais je trouve qu'elle est intéressante. Ma question, c'était simplement, pensez-vous que le fast-food n'ait aucune place dans l'économie circulaire? C'est pas mon travail. Le mouvement Slow Food, il est né contre l'idée de homologation et pour la défense de la biodiversité. C'est-à-dire qu'au niveau de la nourriture, nous avons besoin de sauvegarder l'espèce, les races animaux, qui dans les derniers siècles, ils sont tombés, diminués d'une manière catastrophe. Alors, le modèle qu'il a, le fast-food, c'est un modèle franchising, de proposition de le même produit dans tout le monde. Il n'est pas notre idée. C'est pas la notre idée. Dans le même temps, je vais répondre à le directeur ici. Non, pas le directeur. Mais vous savez que la population monte, alors on doit manger tout, Je sais que la population monte, mais pas beaucoup de personnes savent que dans ce moment ici, l'humanité, il produit alimentation pour 12 milliards de personnes. 12 milliards. Nous sommes 7 milliards et 300 millions. C'est-à-dire que les 40% de la production alimentaire en ce moment ici, il va dans le gaspillage, il est détruit. C'est le modèle qui ne marche pas. Et permettre, je suis le plus vieux de la table, peut-être que les idées anticapitalistes sont vieux, alors la modernité dit que la solution c'est l'économie circulaire. Non, la solution n'est pas seulement l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une bonne pratique qui peut servir, qui est utile et qui, au niveau de la campagne, beaucoup de notre grand-mère, il a déjà appliqué avant l'économie circulaire. Rien dans l'économie agricole, il était dans le gaspillage. Tout est utilisé avec mentalité. Il a changé la situation. La situation est que nous sommes devenus tous ensemble consommateurs et que notre identité, c'est d'être consommateurs, que c'est un mot extrêmement nouveau. Parce que le mot consommateur, il arrive avec la Révolution française. Avant, il n'était pas le consommateur. Et consommer, consommation, c'est une maladie. Nous avons besoin de devenir coproducteurs. Qu'est-ce que signifie coproducteur? Signifie que nous savons ce que nous allons acheter et nous donnons une aide à les producteurs, à les paysans, pour reconvertir les choses, avoir une dimension active, pas une dimension passive. Alors, si l'humanité va augmenter, le premier camp que nous avons à travailler, c'est le gaspillage. Le premier. Parce que si nous n'allons pas faire ces choses ici, et il monte toujours l'humanité va monter, comme il fait à manger l'humanité. C'est un problème de la personne qui a la pancia, l'humanité qui a des problèmes, il a des autres choses. Alors, quel est le problème? Le problème est réduire le gaspillage et pas pointer les dits à la politique. Nous allons regarder, nous, personnellement, pour plaisir, cet soir, quand vous allez
chez vous, ouvrez votre frigorifère. Regardez que tombe de famille il est dans votre maison. Avec le persil qui demande pour faveur, il est 30 jours qu'il est dans le frigo, pour faveur. Avec des marmelades, così che un leggero strato di muffa piccolo, il monte. Et à la fin, dans le frigo, il va dans la poubelle. Mais c'est ça, c'est une conseil que nous devons apprendre. C'est ça, c'est les bonnes pratiques. Une autre chose que j'aime dire, il n'est pas vrai que l'économie circulaire, il a la solution de tout. Il a beaucoup des industries aussi dans mon pays, et pense aussi en France, qui pratiquent l'économie durable, l'économie circulaire. Après, il va à réaliser les produits dans les pays du sud du monde comme les pauvres. Il paye pour. Des circulaires, il n'est rien parce qu'en Inde, en Chine, en diverses pays, il n'a pas d'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que ça? Ici, il a le bon visage. Nous avons l'économie circulaire. Mais dans le même temps, les produits, il est fait dans un autre pays. Et il ne peut pas payer les paysans, dans mon cas, mais aussi d'autres choses. À la fin, j'ai utilisé le Lego 60 ans avant. J'ai été une des premiers qui fait les cases et les maisons avec les Lego. On a tous joué avec les Lego. Oui, mais regarde. La bonne pratique, il doit aller plus vite parce que la circularité, en ce moment, il est ça. Que dans l'eau que nous allons boire et dans les poissons que nous allons manger, maintenant, il y a beaucoup de microplastiques que nous allons manger. La situation est dramatique. Pas beaucoup de personnes parlent de ça. Cette situation signifie que la plastique, il est entré dans les processus alimentaires de chacun de nous autres. Alors, la bonne pratique de réduire la plastique, c'est très important. Mais attention, qu'il va être une économie circulaire dans la part que nous mangeons. Parce que je mange la plastique, je m'en fous si l'économie circulaire, il va ou il ne va pas. Nous avons besoin de détruire ça. Alors, plus vite, faites ce que vous voulez. Mais c'est ça, il doit changer. Bon. Bon, Tim, vous avez compris ce que vous avez à faire. Hein. Il faut très vite changer de matériaux. J'ai parlé comme utilisateur de Lego avant que tu es né. Hein. Avant beaucoup que tu es né. No, it's a fair challenge, but I think you look around the room and your glasses are made of plastic. This is made of plastic. This is made of plastic. Your pen is made of plastic. So we have to understand that plastic is in our society. It is in the way we live our life. And I don't see people are looking to change their life. They don't want to go backwards. So we really need to think smart about, and as I say, to value the material, to understand this is a miracle material, but it didn't get into the ocean by itself. It didn't drive into the ocean. It was put there by human behavior, and it's the human behavior we need to address. Traduction? Oui, traduction. Oui, regardez tout autour de vous, il y a du plastique partout, les lunettes sont faites en plastique, tout est plastique autour de nous, ce stylo est en plastique. Le plastique est partout dans la société, il fait partie de nos modes de vie et les gens ne veulent pas changer, ils ne veulent pas revenir en arrière. Et c'est pourquoi il est vraiment important de valoriser les matériaux. Le plastique n'est pas allé plonger dans la mer tout seul, ce sont les humains qui l'y ont mis et c'est pourquoi le changement doit arriver au niveau des comportements humains.
Bon, moi je vais revenir un peu plus sérieux parce qu'il y a vraiment un chiffre que je retiens là, c'est on pourrait nourrir aujourd'hui 12 milliards d'individus, c'est ce que vous avez dit, 12 milliards. Et en même temps, moi j'ai vu le dernier chiffre de la FAO, vous savez, qui comptabilise les gens qui ne mangent pas correctement. Hein. On fait le compte entre ce qu'il y a le matin et le soir en termes de calories et on estime qu'ils ont mangé correctement ou pas. Il y a 950 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui sur Terre et en même temps on serait capable d'en nourrir 12 milliards. C'est quand même assez effrayant et ça c'est un peu désespérant. Mais bon, on va rester optimiste et peut-être que tout ça amène des questions justement. On va vous laisser prendre la parole. Et, alors, le sujet est vaste, hein, donc allez-y, posez vos questions. Merci. So first question for Tim. So you were saying that the product is, I mean, you want to change to bioplastics and that the legislation needs to change at the international level. What are you doing as a company or with other companies in order to make that happen? Donc la question c'était qu'est-ce que Lego et les autres entreprises font au niveau international afin de demander que la législation change au niveau de la recyclabilité des produits. Great question. So the legislation does need to change. We need some standards on what a biomaterial is and what a recycled material is and the safety of those materials. Recycled is circular, but if something bad is in that circular system, it just goes round and round and round. So we need to improve the legislation on those materials. We are working with many other companies. We're talking a lot to companies like Danone, companies like BIC, Michelin, all through partnerships that we have. And we're reaching out to different companies with expertise in different areas to try and understand the material science, but also the legislative needs that we have. Without that standardization, we can't take the materials back into circulation. And that is, I think most leading companies want to make a change. I truly believe that. And legislation needs to come up and follow behind those leading companies. Traduction. Oui, c'est une bonne question. En effet, la législation doit changer, les normes sont nécessaires et il faut veiller à ce que les matériaux soient des matériaux de sécurité. Si quelque chose de néfaste fait son entrée dans l'économie circulaire, alors elle va continuer à tourner et tourner indéfiniment et ce sera un cercle vicieux. Nous travaillons beaucoup avec Danone ou des entreprises comme Michelin. Nous avons des partenariats qui nous permettent d'échanger notre expertise et l'idée de vraiment comprendre les besoins législatifs, les besoins en termes de normes, et les normes sont nécessaires pour pouvoir faire avancer le recyclage. Et je suis intimement convaincue que les entreprises veulent faire ce choix du changement. Mais on peut peut-être juste un petit complément, parce que Citeo, c'est 35 000 entreprises adhérentes. Juste sur le sujet du plastique, que je trouve très emblématique de l'économie circulaire, c'est qu'il faut des standards, il faut de la volonté, il faut un élément il nous faut une chimie verte, c'est-à-dire qu'il faut de la R&D fondamentale. La difficulté de ce matériau qui est juste incroyable, qui a été inventé il y a une 50aine d'années et qui remplit 1000 bénéfices, hein. Ça nous permet d'avoir des emballages plus légers, de conserver le lait, de conserver, d'apporter de la sécurité alimentaire. En fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un produit tellement innovant que tous les 6 mois, il y a une nouvelle résine. Et qu'en fait, on a besoin d'une plateforme générale au démarrage de ces produits, de R&D fondamentale, parce qu'il faut arriver à intégrer dans la chaîne du polymère au démarrage une capacité à le recycler. Alors en fait, on peut se lâcher, on est à la Sorbonne, c'est qu'il y a une forme de dialectique constante, c'est qu'on ne va pas freiner le progrès et l'innovation, parce que, je sais pas, moi j'ai mon fils de 4 ans, quand je voyageais, c'était plutôt sympa d'avoir des petits pots en plastique plutôt qu'en verre, parce que c'était plus léger, ça se cassait moins, mais effectivement, je suis bien placée pour connaître l'empreinte écologique. Mais donc cette dialectique, c'est de ne pas freiner l'innovation, mais de la rendre responsable. C'est-à-dire qu'il faut se donner un horizon temporel où on se dit, ben voilà, pendant un certain nombre d'années, on va systématiquement investir pour que ces produits deviennent
éco-conçus. Et si on ne le peut pas, dans ces cas-là, il faut se poser la question de leur remplacement ou de leur... Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'économie circulaire, même si elle n'est pas la réponse à tout, elle est schumpeterienne. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre en tête que quand l'électricité est née, les fabricants de chandelles ont un peu fait la gueule. Donc, il faut qu'on soit en capacité, nous, d'identifier, en termes d'investissement, quels vont être les segments de marché qu'on est en capacité de faire naître, à devenir développer, et ceux qui vont prendre leur succession, et d'accompagner l'industrie et l'emploi qui est derrière. Parce que moi, j'ai, il y a 10 ans, supprimé les sacs de caisse du secteur de la grande distribution, parce qu'il y a des gens qui les jetaient dans la nature, ce qui pose aussi la question du comportement, parce que le sac de caisse en soi, en plastique, n'était pas forcément mauvais quand il était éco-conçu dans la mesure du possible. Mais quand on l'a supprimé, c'est-à-dire qu'on a mis au chômage 4 ou 5 entreprises du centre de la France qui n'avaient pas anticipé la transformation et la mutation. Et à l'heure où on parle de la transmission, je pense que dans l'économie circulaire, il y a ce sujet-là de la R&D et de la préparation de nos industries et de nos emplois à cette révolution qui est aussi une révolution de l'emploi. Une autre question ? Je crois qu'il y a... Oui, bonjour, merci. 2 choses. La première, je voulais savoir si on ne pouvait pas essayer chacun individuellement d'être éco-responsable, de faire attention et de faire un minimum de déchets. Puisqu'on assiste à ce genre de réunion et on a cette chance, on peut aussi repartir d'ici en se demandant dans quelle mesure chacun, nous pouvons contribuer individuellement, alors que ça nous demande un gros effort, en tout cas un changement de vie et une habitude à prendre pour respecter notre planète par rapport à ça. Deuxième question aussi, globalement, ce que vous avez dit, c'est que les multinationales, aussi bien pour l'agriculture que pour le reste, sont très puissantes, deviennent de plus en plus puissantes. Même s'il faut que des gens reviennent agriculteurs, comment on fait face à des gros comme ça? Et comment est-ce que vous, ici réunis, vous pouvez faire face à ça? Est-ce que la partie financière, peut-être pour répondre, comment on répartit, comment est-ce qu'on choisit ces investissements justement? Est-ce qu'on n'est pas attiré uniquement par les grands groupes ou est-ce que vous arrivez à diversifier? Comment vous arrivez à répartir un peu ça? Alors non, on ne finance pas que les grands groupes, on finance énormément les TPE, les PME, doute, etc. C'est le plus gros du tissu économique français. Mais effectivement, la question du financement de l'innovation est quelque chose qui ne peut pas être dévolu uniquement aux acteurs privés comme les banques. Les risques sont énormes. Je veux dire, vous nous confiez notre épargne, on l'investit dans l'économie. Si on l'investit dans une économie qui est risquée, on ne va pas pouvoir finalement honorer nos engagements liés au fait qu'on va petit à petit développer votre épargne. Donc on est dans un autre type d'économie circulaire. La question du financement de la R&D est vraiment quelque chose qui nécessite un soutien des États. Ensuite, c'est aussi autre chose. Il nécessite aussi un changement culturel des modes de financement. En France et en Europe, on finance énormément l'économie par le prêt. Vous voulez acheter un appartement, vous venez voir une banque pour faire un prêt. Vous voulez développer votre entreprise, vous venez voir une banque pour développer un prêt. Les banques sont habituées à ça. Ça n'est pas que le fait des banques, c'est le fait d'une mentalité, je dirais d'une culture ancienne, qui n'est pas du tout la même de l'autre côté de l'Atlantique. En France, 70% de l'économie est financée par le prêt, 30% par la prise de participation dans l'entreprise. De l'autre côté de l'Atlantique, ces éléments sont inversés. 70% de prise de participation, 30% de prêt. Et en fait, ça fait un levier de développement des entreprises beaucoup plus important. Vous partagez le risque avec des personnes qui sont prêtes à partager le risque avec vous. Donc voilà, j'ai 2 choses. Avoir l'État et puis aussi changer cette culture du financement pour développer plus l'equity. Oui, et à 300%. Et nous, ce qu'on fait chez Citeo, c'est qu'on mutualise, on dégage des millions d'euros pour financer de l'investissement sur certains segments. Alors, ça va être certaines résines plastiques, ça va être le recyclage des aérosols, ça va être permettre que le papier, je vous donne un petit scoop, le papier teinté dans la masse, il m'arrive d'acheter à mon fils, je l'avoue, se recycle pas très bien. On essaye de trouver des colorants autres. Et il faut effectivement changer les modes de financement parce qu'il faut qu'il y ait du financement autrement que par le prêt, donc par le private equity, mais qui peut être de l'impact investment. Il y a aussi aujourd'hui, donc Citeo, nous on le fait, c'est qu'il y a beaucoup de grands groupes qui aujourd'hui
font travailler directement des PME et des TPE, d'où viennent l'innovation, pour sur certains segments avancés. Donc je crois qu'il y a de plus en plus d'allers-retours entre du cofinancement public-privé, du lien entre les TPE, PME et les grands groupes. Bon, je ne suis pas en train de dire que tout est formidable, mais les choses en 5 ans ont considérablement évolué. Après, est-ce qu'on peut tous changer les choses? Mais bien entendu, c'est-à-dire que je crois que tout commence par le comportement de celui qui vit dans la cité. On est dans la cité de la réussite. Et moi, je le dis tout le temps, s'il n'y a pas de citoyens trieurs sur les déchets, il n'y a pas d'économie circulaire, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas besoin des 100 milliards. Donc non, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous triez vos déchets. Ça commence par ça. Moi, je rends hommage tous les jours aux citoyens trieurs, parce qu'effectivement, c'est une petite contrainte, mais continuez à le faire, parce que derrière, la promesse est incroyable. Et pour juste terminer, une petite chose quand même sur grands groupes PME, TPE et financement de l'innovation. On voit de plus en plus les grands groupes avoir des incubateurs à l'intérieur de ces groupes pour internaliser l'innovation, parce que nos process sont trop lourds pour que l'innovation soit partagée par tous. Et donc il y a beaucoup d'innovations qui sont financées directement comme ça par les incubateurs des grands groupes. C'est le Circular Challenge auquel tout le monde va venir à 19h. Et chez HSBC, on a nous-mêmes un incubateur FinTech, mais on a aussi des labs qui nous permettent en fait de tester un certain nombre de choses qui ont aussi trait à l'économie circulaire. Voilà, je crois que c'est ce que je disais en introduction, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser partout d'un point de vue individuel, et certes, on a tous à changer nos comportements, mais j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans ce cercle vertueux. Tout le monde est en train de s'y mettre, même si... Tim, Yeah, vous voulez réagir aussi. I think to answer the first part of your question around what can what can people do, I think that you can look at what you're buying and the quality of what you buy and how long it will last and how it can be repaired. And I'll give you an example. I'm about to give, of course, some Lego bricks to my son. He's 3.5 years old. And they were Lego bricks that I played with in 1982. And some of those bricks were bricks that my father played with in 1960-something. And that quality, that ability, you can buy a Lego brick off the shelf today, and it can fit together with any brick made from 1958. So maybe that dates your play a little. Pour répondre à la première partie de votre question sur ce que peuvent faire les consommateurs, il faut, je pense, regarder quelle est la qualité des produits que vous achetez, voir si ce produit est durable. Je vais vous donner un exemple. Mon fils de 3 ans et demi, je viens de lui transmettre mes Lego, les Lego avec lesquels je jouais en 1982, et je pouvais moi-même jouer avec ceux de mon père, ceux avec lesquels il jouait en 1960. Donc aujourd'hui, vous pouvez jouer avec des Lego qui s'emboîtent parfaitement avec les Lego qui datent de 1958. So really look at what you buy and look at the quality, look at how long it will last, look at whether you can repair it, and really challenge yourself whether you need this item or this thing that you buy. And if you do, because it's going to inspire your children to be architects or engineers, then of course buy it, but make sure it's good quality. Donc il faut vraiment regarder ce que vous achetez, vraiment concentrez-vous sur la qualité, sur l'aspect durable des produits, est-ce que c'est réparable, et posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et le cas échéant, si ce produit va permettre à votre fils d'être un futur architecte ou ingénieur, à ce moment-là, oui, achetez-le et assurez-vous que ce soit de la bonne qualité. And that's a way that you can slow the circle down. So let's not have fast circles, let's have slower, bigger circles in the circular economy. Et c'est comme ça que vous arriverez à ralentir le cercle en élargissant ce cercle de l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Allô? Ouais. Oui, bonjour. Je suis un expert dans le financement justement de l'innovation industrielle dans le domaine des clean tech depuis 10 ans, et je voulais apporter un éclairage à ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il faut être bien conscient qu'il n'y a pas d'argent investi. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit est juste et merveilleux. Vous avez annoncé le chiffre de 100 milliards. La réalité aujourd'hui, c'est que pour les raisons que vous connaissez bien de Bâle 3 et Solvency 2, les contraintes prudentielles sur les bilans des banques et les compagnies d'assurance pénalisent l'investissement dans le capital risque.
Et aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'argent disponible. C'est ridicule ce qu'on investit. Donc il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, des technologies totalement au point existent pour recycler les plastiques, en Europe, en Allemagne, en France, qu'on a des dizaines de milliers de brevets qui prennent la poussière dans nos grands laboratoires. On est le 5e pays au monde en matière de recherche fondamentale, on est le 23e en innovation. Donc je pense que le système de financement est à revoir, que les banques auront tôt ou tard, vont être rattrapées par ce problème-là parce que la rentabilité des actifs a été anormalement élevée, notamment dans tout ce qui était LBO, etc., que la remontée des taux va... Et donc ils vont devoir revenir, mais aujourd'hui il devient urgent pour la planète qu'on investisse des sommes mais bien plus importantes que ce qu'on fait aujourd'hui. On a fait le choix stratégique en France d'investir dans le digital et dans les sciences de la vie. Ça représente 80% des investissements publics sur 15% du PIB. Voilà, donc c'était plus un témoignage, mais je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, il est urgent de réinvestir dans ce secteur. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'en ai conscience, évidemment. Et évidemment, quand on parle de 100 milliards, c'est pour le groupe HSBC et ce n'est pas 100 milliards en France. Les marchés ne sont pas uniquement là. On a tout à fait conscience de cette limite dans un certain nombre de marchés et on y travaille. Oui, et en complément, moi je partage avec vous, enfin c'est pas du tout pour donner une note de... Je suis une pessimiste volontaire, hein, donc j'aime bien agir avec passion pour détourner ma mélancolie, mais on est tout à fait conscient qu'il y a une forme de sous-investissement dans l'univers du déchet, d'ailleurs technologie industrielle comme celle de recyclage. On en est tellement conscient, alors dans l'entreprise que je dirigeais avant qu'elle ne fusionne avec Eco-Emballage, donc chez Ecofolio, on a créé le Circular Challenge, qui est une forme de do tank, c'est-à-dire que l'idée c'est de passer de cette recherche fondamentale à l'innovation sur table industrielle pour pouvoir le répliquer, justement pour essayer de flécher davantage d'investissements sur ces technologies qui sont fondamentale. Et je crois en plus que la France pourrait être le champion des green tech demain. C'est vrai qu'on a tout massifié sur le digital. Je parlais de ce manque de sexitude tout à l'heure du secteur du déchet. On essaye de le remettre en perspective. Et donc 300%, il y a une formule anglaise que j'aime beaucoup qui est work your talk. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur le recyclage des plastiques et des nouveaux matériaux qui arrivent, sur des systèmes. Aujourd'hui, le déchet, c'est du big data, c'est mieux les collecter, c'est améliorer la qualité sanitaire et environnementale. Donc on doit le faire, c'est le pari de demain. Donc voyons-nous même à 18h30 au Circular Challenge pour parler de tout ça. Et le digital a aussi été choisi comme priorité parce que la démultiplication des dispositifs mis en place est beaucoup plus rapide que dans les clean tech ou les green tech, où là, effectivement, le portage du risque est plus long et donc pose effectivement un challenge, ça c'est sûr. Bon, on arrive malheureusement au terme de ce débat, mais ce que je vous avais dit au début, hein, c'est tellement ouvert, ça pose tellement de questions. Bon, si vous repartez avec quelques notions, quelques interrogations et quelques réflexions, je crois que c'est l'essentiel. Donc merci à Géraldine Poivert, à Marine de Basler, à Tim Brooks et à Carlo Petrini d'avoir aidé à ce débat et participé. Merci à vous.